Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons maintenant aborder le chapitre 2 qui va porter sur les miroirs courbes. Vous avez un bel exemple de miroir courbe à la photo qui se trouve à la page 41. L'espèce de gros tube courbé que vous voyez, ça fait office de ce qu'on appelle un miroir convexe, c'est-à-dire un miroir bombé. Alors, dans ce chapitre-là, on va voir d'abord les deux types de miroirs courbes, c'est-à-dire un miroir concave, convexe. On va voir les différentes formes de miroirs. On va voir comment appliquer la loi de la réflexion à des miroirs courbes. Et finalement, on va voir comment trouver les images produites par les miroirs courbes. Au premier chapitre, on a vu l'image formée par un miroir plan. On a vu cette image virtuelle derrière le miroir, symétrique par rapport à l'objet, et droite, et de même taille que l'objet. On va faire le même genre d'analyse pour les miroirs courbes, trouver les différentes caractéristiques des images formées par les miroirs courbes. Premièrement, on vous introduit à deux formes que peuvent avoir les miroirs courbes. Premièrement, il peut avoir la forme d'un cylindre, une portion de cylindre, telle qu'illustrée à la figure 2.1. Alors ici, vous avez un miroir cylindrique concave. Concave, ça veut dire creux. Donc, vous avez un rayon de lumière là, qui arrive, il va être réfléchi par le miroir concave. L'intérieur d'une canette de boisson gazeuse serait un exemple de miroir cylindrique. Un avantage important des miroirs cylindriques, c'est qu'ils peuvent tenir debout, comme vous voyez. Donc on peut le déposer sur une feuille et voir les rayons se déplacer. On peut voir la propagation des rayons ensuite sur une feuille qu'on place en dessous et tracer les rayons facilement. Fait que c'est vraiment très très utile pour ça, les miroirs concaves, pour quand on étudie ça dans un cours, c'est une forme qui est pratique puisqu'il tient tout seul. Contrairement à un miroir sphérique, qui lui, évidemment, ne peut pas tenir tout seul. Donc en laboratoire, les miroirs courbes qu'on va utiliser, ça va être toujours des miroirs cylindriques. Un exemple plus appliqué des miroirs cylindriques, vous en avez vous avez une belle illustration à la page 43. C'est une centrale solaire thermodynamique ou centrale solaire thermique aussi, on peut l'appeler. Dans ce type de centrale solaire-là, l'énergie du soleil frappe les miroirs et ensuite le miroir va venir converger la lumière sur l'espèce de tube que vous voyez juste au-dessus des miroirs, là. Et à l'intérieur de ce tube-là se trouve de l'eau. Et ça va donc chauffer l'eau à très très haute température et la transformer en vapeur. Puis ensuite, avec le principe de la machine à vapeur, on peut créer de l'électricité. On peut produire de l'électricité. Donc c'est ça le but. C'est juste, soit dit en passant, c'est juste un des types de centrales solaires qui existent. Ce qui est de plus en plus en vogue, c'est les centrales solaires à panneaux photovoltaïques. C'est un principe totalement différent. Photovoltaïque, ils vont pas chauffer l'eau, ils vont directement transformer l'énergie du soleil en électricité. C'est le type de panneau qu'utilisent les gens qui ont des panneaux solaires à la maison, par exemple, ou ceux qui ont des mini panneaux solaires sur leur calculatrice ou des choses comme ça, c'est des panneaux solaires photovoltaïques. Donc ici, on utilise le miroir pour concentrer l'énergie du soleil en un point qu'on appelle le foyer, on va en reparler bientôt, et au foyer se trouve justement l'espèce de tube d'eau, et ça va permettre de concentrer l'énergie du soleil à cet endroit-là et chauffer l'eau énormément pour transformer en vapeur, puis ensuite servir de cette énergie-là pour produire de l'électricité. L'autre forme de miroir qu'on voit couramment, c'est miroir sphérique. Alors un miroir sphérique, c'est une portion de sphère. Un exemple de ça, c'est par exemple un miroir grossissant. Si vous avez un miroir pour... certaines personnes ont ça, un miroir pour se maquiller, là. Ça permet de voir son visage agrandi. Alors, le miroir qui permet de faire ça, c'est un miroir... C'est courbé, c'est pas un miroir plan, bien sûr. Et c'est en forme de sphère. Okay? Donc, c'est comme une portion de sphère. Un autre exemple encore plus facile à imaginer, imaginez une boule de Noël. Une boule de Noël réfléchissante. Ces types de boules-là forment un miroir sphérique.
Un miroir peut aussi avoir d'autres formes, comme par exemple, à la capsule, pour en savoir plus, vous avez un miroir qui est parabolique. Pour être précis, il faudrait dire, ça a la forme d'un paraboloïde de révolution. Un paraboloïde de révolution, en fait, c'est que vous imaginez une parabole, puis vous la faites tourner. La forme que ça va prendre en 3 dimensions, c'est ce qu'on appelle un paraboloïde de révolution. Et ce qui est intéressant avec ce modèle-là, en fait, c'est que le miroir est liquide, croyez-le ou non. Le miroir sa surface réfléchissante est liquide. En fait, on se sert d'une propriété qu'on les liquide, que quand on les fait tourner, mettons, vous mettrez un liquide dans un bol, puis vous le faites tourner, il va prendre, si vous le faites tourner suffisamment vite, il va prendre la forme, justement, d'une paraboloïde de révolution parfaite. C'est-à-dire sans aucune irrégularité, sans aucune imperfection de forme. Parfaite, vraiment parfaitement lisse. Et là, on peut se demander, ok, mais quel liquide on peut utiliser pour avoir une surface réfléchissante? Parce que le but de ça, c'est de faire un miroir. Fait que pourquoi, quel liquide on peut utiliser? Ben, en fait, il y a un liquide qui est approprié, c'est le mercure. Le mercure, comme vous savez probablement, c'est un métal. Et c'est un métal qui est liquide à température ambiante. C'est le seul métal qui existe qui est liquide à température ambiante. Fait que c'est vraiment un liquide remarquable à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est utilisé là, dans les thermomètres. On utilise là, du fait que plus il fait chaud, plus le mercure va se dilater, fait que plus il va monter haut dans le thermomètre. Mais dans ce cas-ci, on se sert de sa propriété, le fait que c'est un métal, il est donc réfléchissant. Donc, autrement dit, vous avez une espèce de grosse coupole d'un diamètre de 6 mètres. Comme vous voyez, vous pouvez avoir une idée de la taille avec la personne en blanc là, qui est juste à côté. Fait que c'est vraiment énorme, cette machine-là. Fait que c'est une grosse coupole dans laquelle vous mettez énormément de mercure. Et là, vous le faites tourner. Okay, ça tourne pas si vite que ça. Là. Ce modèle-là, ici, il tourne à 7 tours par minute. Fait que c'est pas lent, c'est pas hyper lent, mais c'est pas hyper rapide non plus. Là. Et en faisant tourner votre coupole comme ça, justement, le mercure va prendre une forme de paraboloïde de révolution parfaite. Et donc, vous avez un miroir parfait. Et c'est ça qui est fascinant avec cette technologie-là. C'est ce qu'on appelle un miroir liquide. Ce modèle-ci est en Colombie-Britannique et il y a un chercheur aussi de l'Université Laval à Québec qui est une sommité dans le domaine des miroirs liquides. Donc ça vous intéresse. Si vous allez étudier en physique à l'Université Laval à Québec, vous auriez l'opportunité de travailler sur un projet comme ça. C'est un projet qui est sur lequel ils mettent beaucoup d'efforts à l'Université Laval. Et la question qui se pose naturellement, c'est à quoi ça sert d'avoir un grand miroir? Je sais pas si vous le savez, là. C'est quoi le but là, d'avoir un miroir géant comme ça? C'est bien beau là, d'avoir un miroir parfait, mais c'est pas pour se maquiller, ok? C'est pas la personne habillée en blanc là, qui veut absolument voir son visage agrandi par un facteur 100 puis pour avoir les moindres imperfections de son visage. Là. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire un télescope. Donc, le principe d'un télescope, c'est qu'on a besoin de capter la lumière qui nous provient des astres, des étoiles, des galaxies, à la limite même la Lune, des planètes. On prend cette lumière-là et il faut la faire converger. En fait, c'est le principe de tout système optique. La lumière qui arrive dans un système optique, pour pouvoir capter cette lumière-là puis en faire une image réelle, pour pouvoir la capter, il faut la faire converger. C'est comme ça que fonctionne l'œil, d'ailleurs. L'œil, il va venir converger la lumière qui arrive dans votre pupille grâce à la cornée d'abord, c'est-à-dire la première membrane là, qui est juste devant la pupille, on appelle ça la cornée, et aussi le cristallin, qui est de la membrane souple, là, ajustable de l'œil.
Fait que principalement ces deux parties-là de l'œil vont faire converger la lumière sur la rétine, et c'est ça qui permet de la capter l'image. Dans tout système optique, il faut faire converger l'image. Dans un appareil photo, c'est la même chose. L'appareil photo, si vous utilisez un téléphone cellulaire, prenez une photo, ça prend une lentille, il faut faire converger l'image. Pardon, il faut faire converger la lumière pour créer l'image. Dans un télescope, c'est la même chose. Et l'idée, c'est qu'avec un télescope, plus on prend un télescope qui est grand, une grande ouverture, donc un grand miroir, plus on va être capté de lumière, donc plus on va pouvoir voir des objets qui sont loin. Plus on va pouvoir voir des étoiles qui sont loin. Et pouvoir voir loin en astronomie, c'est tout, parce que plus on voit loin, plus on voit dans le passé. J'irai pas trop dans les détails de ça, mais c'est juste pour vous dire que c'est capital d'avoir un grand miroir. C'est pour ça que les télescopes là, de grande envergure, c'est toujours des télescopes géants. D'ailleurs, le mont Mégantic aussi est un télescope qui est d'assez grande ouverture. C'est ça le gain que vous avez avec un télescope géant par rapport à un télescope plus amateur. Vous pouvez capter plus de lumière et aller voir des astres avec une meilleure résolution et comme un peu en HD si on veut par rapport à une définition standard si on veut. Plus de résolution, vous avez plus de pixels autrement dit dans votre image. Et aussi vous pouvez voir des images d'objets qui sont plus loin, qui émettent moins de lumière parce qu'ils sont plus loin. C'est-à-dire dont on reçoit moins de lumière. L'inconvénient avec un télescope comme ça, un télescope liquide, c'est que vous pouvez pas changer son orientation. Autrement dit, vous pouvez pas le pencher pour voir un astre qui serait, mettons, proche de l'horizon, parce que sinon, tout votre mercure va couler. Va couler, puis va couler par terre, en fond. Fait que, il faut absolument que le mercure reste dans la soucoupe, puis la seule façon qu'il reste dans la soucoupe, c'est que la soucoupe reste toujours dans la même orientation, là, c'est-à-dire un peu comme un bol à soupe là, qui reste droit. C'est ça, c'est comme exactement comme un bol à soupe. Si vous prenez un bol à soupe et vous l'inclinez, ben la soupe va tomber, même chose. Fait que l'inconvénient de ça, c'est qu'on peut juste regarder directement vers le haut, ce qu'on appelle le zénith en astronomie. Fait que c'est l'inconvénient majeur de ces télescopes-là, c'est qu'on peut juste observer le zénith. Mais l'avantage majeur, c'est qu'on sauve des années de polissage de miroir et on a un miroir qui peut être transporté vraiment facilement. Donc éventuellement, on pourrait installer ce genre de télescope-là sur la Lune, par exemple, parce que ça serait beaucoup plus facile d'amener ça, parce que dans le fond, la surface réfléchissante, c'est du mercure, on peut l'amener dans une bouteille. Donc c'est beaucoup plus simple que d'avoir à polir un miroir pendant des années, puis ensuite l'envoyer sur la Lune avec toutes les précautions qu'il faut faire pour ça. Le miroir de Hubble, c'est un miroir solide, mais ça a pris des années à polir, puis même que quand ils l'ont installé, il y avait des problèmes. Hubble était myope, les images étaient floues, ça a pris encore beaucoup de temps pour corriger ça. C'est complexe faire des miroirs d'astronomie, mais ça c'est plus simple en fait, mais l'inconvénient c'est qu'on peut juste observer le zénith. Alors tout ça pour dire, il y a je dirais, là on a vu 3 formes de miroirs qu'on peut avoir, donc cylindrique, sphérique ou même paraboloïde. Fait que ça, c'est les formes de miroir. Pour chacune de ces formes-là, on pourrait avoir soit un miroir qui est creux ou bombé, ce qu'on appelle concave ou convexe. Donc, ici, vous avez à gauche un miroir convexe. Fait que vous voyez, on met les petites lignes du côté droit pour montrer que le côté droit, c'est l'arrière du miroir et le côté réfléchissant, c'est le côté gauche. Alors ici, c'est ce qu'on appelle un miroir convexe. Donc, convexe, c'est de forme bombée. Quand vous regardez le miroir, vous voyez une surface bombée. Pensez par exemple à une boule de Noël. Ou un autre exemple, pensez à un miroir de surveillance. Comme dans les dépanneurs, souvent ils installent des miroirs de surveillance. Il y en a aussi au collège, ils installent à certains endroits là, stratégiques des miroirs de surveillance. Ça permet d'avoir un très large champ de vision, ces miroirs-là. Fait que c'est des miroirs bombés, c'est ce qu'on appelle des miroirs convexes. L'autre type de miroir courbe, c'est les miroirs concaves. Alors, concave, c'est creux. Vous regardez le miroir, vous voyez une surface creuse. Un peu comme si vous prenez une cuillère métallique, bien sûr, là, et mettons une cuillère à soupe métallique, et vous regardez l'intérieur de votre cuillère.
Okay? C'est-à-dire que si vous regardez l'intérieur de la cuillère, vous voyez une surface concave. Si vous regardez le dos de la cuillère, là, vous voyez une surface convexe. C'est intéressant parce que justement, une cuillère à soupe peut être un miroir concave ou convexe, dépendamment du sens que vous regardez. Un autre exemple, si on reprend la situation de la centrale solaire, les miroirs que vous avez ici, ce sont des miroirs concaves, puisque leur surface réfléchissante, elle est creuse. Donc ça, c'est miroir concave. Donc, il faut bien comprendre. Dans le fond, il y a plusieurs formes de miroirs, c'est-à-dire cylindriques, sphériques, paraboloïdes. Ça, c'est les formes. Mais il y a 2 types de miroirs. Puis c'est ça qui est vraiment le plus important. C'est les 2 types de miroirs courbes. Convexe, c'est-à-dire bombé, et concave, c'est-à-dire creux.